Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoici. Aujourd'hui, ce dont nous allons traiter, c'est effectivement d'une procédure expérimentale pour réduire la polysémie des représentations visuelles. C'est une problématique qui nous a vraiment préoccupés depuis tout le début de ce cours, quand on a comparé et quand on a tenté de comprendre les différences entre les communications verbales et les communications visuelles et ou multimédia. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, en complément à la problématique des ILEIS, c'est effectivement d'analyser une procédure expérimentale mise au point par un chercheur belge il y a un certain nombre d'années, Dieudonné Leclerc, et qui permet justement de réduire la polysémie de l'image. Alors, pourquoi réduire la polysémie de l'image? Vous voyez s'afficher à l'écran devant vous euh, un- une diapositive qui porte sur la communication fonctionnelle et qui vous montre d'ailleurs des exemples de communication fonctionnelle, hein, des feux de circulation rouge, orange et vert, des indications de signalétique internationale dans les aéroports, dans les gares, dans les lieux publics, etc., qui montrent où se trouve un point de rencontre, un meeting point. Et donc, simplement pour vous dire qu'il y a des contextes sociaux, il y a des contextes d'usage, il y a des contextes de vie dans lesquels, effectivement, la communication visuelle doit être strictement monosémique. Un feu rouge, un signe d'arrêt, un carrefour ne devrait pas porter à confusion. Tout le monde doit le comprendre comme l'injonction à s'arrêter obligatoirement. Et donc, il y a des formes de communication dans certaines circonstances, dans certains contextes sociaux, qui font que la communication doit être absolument monosémique. Les messages doivent avoir un seul et un seul sens uniquement, et c'est de là que dépend effectivement l'efficacité, la fluidité de la situation et la gestion de la situation. Et donc, pour ça, il faut que les représentations soient monosémiques. Or, c'est compliqué parce qu'on l'a vu, les représentations visuelles, normalement, sont polysémiques. Elles donnent lieu à une diversité d'interprétations, elles donnent lieu à des processus métonymiques, on en a vu pour les iléis, euh, à des processus métaphoriques, on l'a vu aussi pour les iléis, mais on l'a vu avant ça quand on a analysé les différents types de représentations visuelles. Et donc, on a un problème inhérent à la représentation visuelle, c'est qu'on pense que parce qu'une représentation visuelle ressemble à ce qu'elle veut dire, à ce qu'elle représente, à ce à quoi elle fait référence, eh bien on pense qu'on la comprend spontanément, naturellement. Il y a des dictons qui ont une certaine force de reconnaissance populaire. On dit une bonne image vaut mieux que 100 mots, c'est pas toujours vrai parce que la majorité des images ne sont pas bonnes et même quand elles sont bonnes, elles restent encore souvent polysémiques. Euh, vous l'avez vu dans la littérature que je vous ai présentée, il y a des représentations scientifiques qui devraient normalement être monosémiques et qui font néanmoins l'objet d'interprétations, de significations diversifiées. Alors changeons de transparent. Prenons cette démarche empirique de Dieudonné Leclerc qui date de 1992. Que propose-t-il? Il propose une méthode, une démarche, une approche empirique, donc qui se base vraiment sur la réalité, sur des tests avec des sujets, et qui vise à tester la compréhension d'une représentation visuelle auprès d'un échantillon de la population à laquelle cette représentation est destinée. Et donc il dit voilà, je vais faire des représentations visuelles d'éducation sanitaire par exemple, ou d'éducation à la santé, je la destine à tel public, eh bien je vais faire des essais, je vais proposer un certain nombre de représentations visuelles à un échantillon de cette population-là, et progressivement je vais essayer d'affiner la représentation en fonction des retours que cette population, que l'échantillon de cette population me donne. Alors ce qui est important, c'est que c'est une démarche qui est extrêmement contextualisée. Je vous le rappelle, les représentations visuelles sont comprises, interprétées en fonction de variables contextuelles, en fonction de variables
culturelles et en fonction de variables individuelles. Et dans ce cas, il est clair que la démarche n'a de sens que si vous travaillez avec un échantillon de la population à laquelle la représentation visuelle est destinée. Il propose donc un certain nombre d'indices que l'on peut calculer afin d'optimiser le taux d'efficacité, ce qu'il appelle le taux d'efficacité, c'est pour ça que je le mets entre guillemets, vous le voyez affiché à l'écran, monosémique d'une représentation visuelle. Et donc, c'est vraiment essayer d'optimaliser ce degré de monosémie, sachant qu'on n'est jamais sûr à 100% d'avoir une représentation visuelle euh, monosémique, sauf si on l'apprend par cœur et on vous dit ceci veut dire ça, apprenez-le, mémorisez-le, et puis après, effectivement, il n'y a plus d'ambiguïté. Alors, la deuxième chose qui est très intéressante dans la démarche, que j'expliquerai en détail dans la vidéo, dans la capsule vidéo suivante, c'est qu'effectivement, il prend en compte des indices qui sont d'ordre objectif et d'ordre subjectif. Alors pourquoi Des indices d'ordre subjectif, ce seraient des indices de type je pense que, je crois que c'est. Et donc c'est vraiment la croyance que le sujet a dans ce qu'il dit. C'est un facteur subjectif. Et les facteurs objectifs, c'est par exemple le nombre de fois qu'une proposition est proposée. Ça, c'est un dénombrement d'occurrences. Ce sont des occurrences. Ce sont donc des facteurs objectifs. Et ce qui est important, c'est qu'on peut avoir des représentations qui sont souvent et très souvent reconnues, mais dont la croyance dans l'exactitude de la signification n'est pas très grande. Et du coup, ça permet vraiment de balancer entre une fréquence d'une hypothèse, d'une signification, et le fait que les gens croient que cette signification est crédible, qu'elle est vraisemblable, etc. Et donc, on joue vraiment sur les deux aspects de l'appréciation et de la compréhension et de l'inférence. Voilà. Je vous remercie et je vous retrouve dans la capsule suivante pour la description de cette démarche avec un outil qu'on a appelé l'iconomètre.